Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans le podcast Le rôle de ma vie. Ici, on parle de santé mentale, de parentification et justement, j'aimerais revenir sur la définition de la parentification. J'ai envie d'apporter dans cet épisode aujourd'hui une touche un peu plus, comment dire, avec des éléments, avec des termes un peu plus cliniques que ce que je peux partager d'habitude. Évidemment, je reste moi-même en m'exprimant à partir de mon expérience, mais j'avais besoin d'apporter, d'autres, choses, pour cette définition de la parentification aujourd'hui. En parlant il y a pas très longtemps avec une personne qui a vécu de la parentification parce que, il y a un facteur, comment dire? Socioculturel qui fait que la parentification s'est installée dans sa famille et donc là, j'ai senti que c'était un sujet un peu sensible dans le sens où la personne, elle m'a tout de suite dit, «Bah, oui, mais c'est pas mal, enfin, c'est pas mauvais. Vous trouvez que c'est mauvais?» Et en fait, comme je le répète depuis le début dans ce podcast, je suis pas là pour dire si la parentification, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je me permettrai pas de dire ça par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu. Par rapport à ce que moi, j'ai vécu, bah, aujourd'hui, je sais même pas si j'ai envie de dire que c'est mauvais ou bon. En fait, même par rapport à ma propre expérience. Par contre, ce que j'ai envie de faire, comme ce que je fais, je pense, depuis le début dans ce podcast, c'est de mettre en lumière les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'un adulte qui a vécu de la parentification étant enfant et adolescent. Et même aussi sur la vie directement de l'enfant et de l'adolescent qui vit cette parentification. Moi, mon but, c'est vraiment ça. Donc la première chose sur laquelle j'ai envie de mettre de la clarté, c'est que je suis pas là pour dire si c'est bon ou mauvais. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de mettre de la clarté, c'est que la parentification, ce n'est pas juste aider son parent ou être un enfant mature. Pas du tout. La parentification, c'est une inversion des rôles, sur une longue durée. La parentification, c'est lorsqu'un enfant, un adolescent incarne le rôle de parent face à son parent. Aussi, ça peut être face à ses frères et sœurs et cette inversion des rôles, elle a lieu parce que, il y a un déséquilibre qui se crée et ce déséquilibre qui se crée, il se crée parce qu'il y a des facteurs qui vont faire en sorte que ce déséquilibre se crée et ça peut être des facteurs complètement différents d'une famille à une autre. Chez moi, le facteur je pense, qui prime dans ce que j'ai traversé, c'est la maladie. C'est la maladie de mon parent, c'est le mal-être, c'est la souffrance. Il peut y avoir comme autre facteur un divorce qui peut amener aussi de la souffrance, le parent qui vit un divorce, se sent pas bien, ou alors, doit gérer plus de choses, et cetera. Ça peut être, culturel, ça peut être économique. Ces facteurs-là font que, il y a une inversion des rôles à un moment donné qui se crée et c'est la durée qui va définir la parentification. C'est la durée qui va faire que cette parentification, le fait qu'un enfant incarne un rôle d'adulte, de parent, un enfant qui a des responsabilités beaucoup trop lourdes pour ses épaules d'enfant, pour son esprit, pour son corps d'enfant, c'est ça qui fait que la parentification s'installe parce que ça va créer, des conséquences sur la vie de l'enfant, sur, son état émotionnel. La parentification, sur du long terme, crée des conséquences sur la vie de l'enfant, de l'adolescent et puis ça crée un déséquilibre de toute façon dans la famille. Alors, il y a 2 formes de parentification et ça, j'en ai jamais encore parlé dans le podcast. L'une des 2 formes de parentification, c'est la parentification instrumentale. C'est lorsque l'enfant prend en charge des responsabilités très concrètes que l'on peut voir à l'œil nu, c'est-à-dire s'occuper de ses frères et sœurs, donner le biberon, préparer à manger, faire des courses, par exemple. Dans mon vécu par rapport à la parentification, il y a eu un moment donné où, je faisais tout le temps les courses. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était une responsabilité qui était vraiment, sur mes épaules, c'était de ramener à manger. Si je ne le faisais pas, personne ne le faisait. Si je ne le faisais pas, mon parent n'était pas en capacité de le faire et donc, moi-même, je ne mangeais pas. Donc j'étais obligée de le faire. C'est ça la parentification aussi, c'est ne pas avoir le choix. C'est, j'en ai déjà parlé, c'est de la survie, en fait. Donc parentification instrumentale, c'est le fait de faire et à ce moment-là, c'est pas un service, c'est pas juste un service qui est rendu. C'est l'enfant qui remplace l'adulte. C'est l'enfant qui fait comme un adulte.
alors qu'il n'est qu'un enfant ou un adolescent avec un corps, un esprit d'enfant et d'adolescent. Ça, c'est la parentification instrumentale. La parentification émotionnelle, ça demande à l'enfant d'être d'une certaine manière pour soutenir le parent. Et là, on va parler de quelque chose qui n'est pas palpable, que l'on ne voit pas. C'est lorsque l'enfant est un soutien émotionnel pour l'adulte. C'est lorsque l'état émotionnel de l'adulte est défaillant, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais c'est ce qui m'est venu, et que du coup, l'enfant va ajuster son comportement pour ne pas aggraver cet état. L'enfant va être en alerte de chaque petit signe de l'état émotionnel du parent pour pouvoir gérer à tout moment l'état émotionnel du parent pour que le parent aille bien. C'est ça, la parentification émotionnelle. Et l'enfant, en faisant ça, inhibe ses propres besoins. Il atténue ses propres ressentis, ses propres émotions. Il se coupe de ses propres émotions. Ça demande vraiment à l'enfant une espèce de régulation qui n'est pas vraiment pour moi une régulation. Ça lui demande de s'éteindre pour pouvoir avoir assez de place pour écouter son parent. Mais du coup, il est obligé, entre guillemets, lui, de mettre ses besoins de côté à ce moment-là, de mettre ses émotions de côté. Parce que de toute façon, le parent n'est pas en capacité d'y répondre. J'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes. Pour moi, la parentification que j'ai vécue, parce que moi j'ai vécu les deux, instrumentale et émotionnelle, et pour moi, la parentification que j'ai vécue, ça a été comme si je me suis dit, alors ça je l'ai compris bien après, hein, évidemment. Je l'ai compris en travaillant sur moi. Mais pour moi, c'était un petit peu, si je suis en capacité d'apporter tout ça à mon parent, peut-être que mon parent ira mieux. Enfin, en tout cas, c'était même pas peut-être, c'était mon parent ira mieux. Et dans ces cas-là, mon parent, ensuite, pourra être là pour moi. Sauf que c'est un cercle vicieux. En tout cas, dans mon histoire, ça a été un cercle terriblement vicieux parce que ce que j'espérais n'est jamais arrivé. Et donc, évidemment que cette parentification instrumentale, cette parentification émotionnelle va avoir des conséquences sur la vie de l'enfant, de l'adolescent. Et puis, ça va avoir des conséquences sur la vie de l'adulte qui a traversé ça lorsqu'il était enfant et adolescent. Moi, je vous dis ça par rapport à mon expérience, à mon vécu. Peut-être que dans tous les livres dans tous les livres, il y en a pas énormément, hein. Peut-être que dans les livres qui parlent de ça, de certains psychologues qui vont vous parler de parentification, de systémie et cetera, peut-être qu'ils vont pas vous en parler comme moi j'en parle, mais moi je pars du principe que j'ai vécu, cette parentification. Donc ce que je vous dis là, c'est ma vérité. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Maintenant, c'est une vérité. La parentification, c'est d'autant plus difficile parce qu'en fait, c'est pas complètement, dans justement dans la psychologie, c'est pas vraiment, vu comme un trauma. Mais pour moi, la parentification peut créer un trauma. Parce que alors c'est pas vu comme un trauma, c'est pas ressenti comme un trauma aussi, par rapport à la personne qui vit cette parentification. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est lent, qui est, de l'ordre de l'adaptation, du relationnel. Et donc, c'est comme si, c'était, vu par la personne qui le vit comme étant quelque chose qui est normal parce que c'est, normal que je m'occupe d'eux dans ce contexte, dans le contexte où l'enfant a été conditionné, l'adolescent a été conditionné à ça, hein. Je sais pas si c'est hyper bien expliqué la manière dont je le dis, mais c'est difficile pour un enfant, un adolescent qui a vécu ça, de se rendre compte que ça a été traumatique. On parle des traumas comme, très souvent, j'ai l'impression, comme quelque chose de brutal, comme quelque chose qui se voit, alors que le trauma ne se voit pas tout le temps. Le trauma n'est pas tout le temps quelque chose de très, brutal, très intense, et le trauma surtout peut s'installer sur la durée. Ça peut être un processus long, ça peut être tellement subtil, tellement j'ai envie de dire, j'ai ce mot-là qui me vient, vicieux. Dans la parentification, pour moi, il y a quelque chose de vicieux dans le sens où, il y a une forme de manipulation, dans le sens où on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, comme quand on nous manipule. Et puis, il faut survivre. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient. C'est l'enfant, l'adolescent qui doit survivre dans cette instabilité-là, dans ce déséquilibre qui se crée face à son parent. Et pour survivre, on va instinctivement chercher, des ressources. Mais ces ressources-là, ça demande énormément d'énergie pour un enfant et un adolescent. Des ressources qui demandent de faire comme un adulte, d'être comme un adulte. Ça demande énormément d'énergie. Et c'est parce que, c'est un espèce d'instinct de survie
qu'on a l'impression qu'on arrive à aller chercher ces ressources-là. Mais il y a un moment donné, on s'épuise. La parentification, crée de l'épuisement. Moi, je sais que dans mon parcours, je me suis sentie et je le sens encore un peu cet épuisement, mais je me suis sentie tellement fatiguée, épuisée. Vous voyez l'épuisement dont on parle d'une mère de famille, qui a des enfants, qui prend en charge plein de choses. Bah, moi, ça, je peux le comprendre, cet épuisement-là, alors que j'ai jamais eu d'enfant. J'ai pas d'enfant, voilà. Bon, c'est ma vie, hein. J'allais commencer à me justifier. Je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce qui m'arrive?» Non, pas du tout, jamais de la vie. Je vais me justifier. J'ai pas d'enfant, mais je ressens cet épuisement-là et donc ça demande ensuite tout un travail d'acceptation qu'on est fatigué et que certaines personnes ne vont pas vraiment comprendre cette fatigue-là parce qu'elles ne l'ont pas vécu, cette parentification. Et quand on n'a pas vécu certaines choses, c'est difficile de le comprendre. Si vous avez vécu de la parentification, entourez-vous de belles personnes, de bonnes personnes, faites du tri, autorisez-vous à faire du tri. Ne vous sentez pas, comme quelqu'un de mauvais si, vous avez moins envie de voir une personne parce qu'elle vous fait ressentir une certaine forme d'illégitimité par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir vous, parce que cette personne ne vous comprend pas. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je pense à une amie en particulier qui a eu énormément de mal à comprendre ce que je traversais à certains moments, parce qu'elle ne le vivait pas, parce qu'elle ne l'avait pas vécu et parce qu'elle, j'ai l'impression, hein, qu'elle a eu une maman. Elle a eu un parent avec elle, un parent, avec une figure de parent, elle a eu un adulte qui a incarné ça. Moi, j'ai pas eu et donc c'est difficile de comprendre ça quand on l'a pas vécu. Donc entourez-vous de bonnes personnes qui vous comprennent et n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul par rapport à certaines personnes si vous en avez besoin. Évidemment, le but c'est pas de s'isoler, hein, pas du tout. Mais voilà, si vous avez besoin de prendre un peu de recul, n'hésitez pas. N'oubliez pas que l'épisode précédent, parle, d'un projet que j'aimerais réaliser, d'un projet de groupe de parole et c'est justement pour ça. C'est justement parce qu'on peut se sentir très isolé quand on a vécu de la parentification, parce qu'on n'a pas forcément un entourage qui va nous comprendre. C'est justement pour ça que je veux créer ces groupes de parole. Donc n'hésitez pas à écouter mon épisode précédent et puis à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail si, vous avez envie d'échanger avec moi par rapport à ce projet, si ça peut vous plaire. Enfin, si c'est quelque chose qui peut vous parler, d'intégrer des groupes de parole, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà pour cette petite parenthèse. Je suis contente de faire cet épisode aujourd'hui. J'avais besoin de mettre de la clarté sur, certaines choses. Par rapport à la parentification, par rapport aux dynamiques de parentification émotionnelle, enfin surtout pour la parentification émotionnelle, pour la parentification instrumentale aussi, hein, elles peuvent s'installer et l'intention, elle est pas forcément présente. Il y a pas forcément de demande explicite du parent de: «J'ai besoin qu'on m'aide». C'est ça la plupart du temps qui est complexe dans la parentification. C'est que, on n'a pas forcément de demande explicite, on n'a pas forcément le parent qui reconnaît qu'il a besoin d'aide et que du coup, il a besoin de nous. Ou alors s'il le reconnaît, c'est dans certains moments et puis ça peut être subtil, ça peut être complexe parce que le parent va être dans un état de souffrance et de vulnérabilité. Donc à ce moment-là, il y a des moments où il va peut-être un peu plus dire certaines choses, qui va revenir sur ces choses-là à d'autres moments. Il peut y avoir un côté très toxique dans la parentification. Encore une fois, dans les écrits que j'ai pu lire, on parle pas assez de ça, de ce côté, malsain qu'on peut ressentir, d'avoir, eu l'impression d'être utilisé et donc il peut y avoir une forme de négligence aussi. La parentification peut avoir lieu parce qu'on a un parent négligent en face de nous et vraiment, le but c'est pas de pointer du doigt, les parents ou quoi que ce soit, mais c'est de mettre en lumière et si mettre en lumière, on a l'impression que c'est pointer du doigt. Bon, encore une fois, c'est, comment on emploie les mots et comment on voit les choses. Maintenant, ça peut l'intention n'est pas forcément, celle, de faire du mal, mais en tout cas, quand les choses s'installent dans une famille, c'est qu'il y a des déséquilibres, c'est qu'il y a des blessures profondes, c'est qu'il y a un adulte qui travaille pas sur ces blessures-là et du coup, l'enfant, subit par rapport à ça. C'est une réalité, c'est une réalité. C'est aussi être responsable d'être parent. Ça demande une responsabilité. Ça demande d'être responsable, ça demande de travailler sur soi, je pense, c'est mon avis.
Mais encore une fois, je ne pointe pas du doigt. Je mets en lumière, ce qu'est la parentification. Je parle de ça parce que ça m'a touchée, quand j'ai parlé avec une personne, il y a pas très longtemps et que cette personne m'a regardée en me disant: «Oui, mais alors, du coup, c'est pas bien, c'est ce que vous êtes en train de dire». Moi, je suis pas, là pour dire si c'est mal ou si c'est bien. Voilà, je me répète un petit peu, mais j'avais besoin de le redire. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal tout ce que j'ai, apporté comme explication là aujourd'hui dans cet épisode. Je ne sais pas quel sera le prochain épisode. Je vais me laisser porter par ce qui vient et n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas par rapport à ce que vous avez traversé. Je n'oublie pas le fait que j'ai très envie aussi, d'inviter des personnes pour qu'on parle ensemble de, parentification, du rôle d'aidant. J'ai envie aussi de faire un épisode pour, vraiment, faire la enfin, expliquer la différence entre parentification et rôle d'aidant. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en train de vivre un rôle d'aidant, qu'on a forcément vécu de la parentification et j'allais dire inversement, mais le rôle d'aidant peut quand même être vachement, présent dans la parentification. Donc je pense que je vais faire un prochain épisode en parlant de ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'arrivée du printemps, vous fait du bien aussi. Moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression que ça y est, je peux enfin, peut-être, me sentir un peu plus légère et un peu plus libre d'avoir, de créer et ça donne un accès à notre créativité qui est hyper, hyper, stimulant. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très, très vite pour le prochain épisode et je vous souhaite tout ce dont vous avez besoin et je vous dis à très, très vite.